Et je vais accueillir maintenant Alain Bauer, spécialiste des questions de sécurité. Venez, cher Alain, au sens large, les questions de sécurité. Votre dernier livre, Déclinocène, vient de sortir. Il est donc publié aux éditions Fayard. Alors, la première question que tout le monde se pose, Alain Bauer, je vous en prie, installez-vous et merci de nous rejoindre. Ça veut dire quoi ce titre en quelques mots? Déclinocène. Pendant un moment, on a inventé une nouvelle ère qui s'appelait l'Anthropocène. Oui. Qui semblait être la victoire de l'humain sur tout. La terre, l'économie, la consommation, les planètes, la nature. Et puis l'humain ayant quand même beaucoup saccagé ce qu'il venait de conquérir, eh bien j'ai voulu raconter l'histoire de la fin du mois et de la fin du monde, mais pas en deux voies de circulation parallèles, comme j'ai voulu raconter précédemment qu'on ne pouvait pas parler de la démographie et de l'immigration de manière séparée. Eh bien, il fallait parler de ce sujet d'une manière structurée, c'est-à-dire de quoi parle-t-on? Or, vous avez je vous pose la question, de quoi parle-t-on? des tenants qui veulent sauver l'humanité en liquidant les humains, car ils sont les principaux perturbateurs de l'écosystème, et d'autres qui expliquent qu'en fait, il faut faire comme si de rien n'était et que ça passera comme un petit rhume, oui. Comme on l'avait dit à l'époque du Covid pour d'autres sujets. Donc voilà, je raconte cette histoire avec une offre de preuves. C'est-à-dire de quoi parle-t-on, non pas à partir d'une position ou d'une posture ou d'un point de vue politique définitif, à partir d'une sorte de sermon, mais voyez ce qui se passe dans la réalité et rien ne pourra se passer si vous n'êtes pas convaincu vous-même de la capacité et de la nécessité d'évoluer sans liquider les uns et sans forcer les autres. Visiblement, les Français pensent que nous sommes dans un pays en déclin. 90%, ils sont 90% dans une enquête publiée par Le Monde à dire que nous sommes en déclin. Il faudrait qu'on rencontre les 10% qui pensent que tout va bien. Oui, mais je sais que c'est drôle, mais qu'est-ce que ça nous dit du pays? C'est une réalité. Alors, vous prenez à peu près n'importe quoi et vous vous étonnez de tout ce qui ne marche plus ou de ce qui ne marche pas, ou de ce qui ne marche pas encore. Et donc, c'est un sujet, quel que soit le thème que vous pouvez prendre, dans n'importe quel journal, vous prenez celui que vous voulez, et vous cherchez la page Bonne Nouvelle. Si vous la trouvez, je pense qu'il faut faire un numéro spécial. Ça n'intéresse pas en règle générale ce qui marche. Ça veut dire quoi ce titre? Alors ça, vous nous l'avez dit, mais le Louvre, c'est un symbole du déclin, une honte pour la France? Alors, c'est honteux parce que... Alors, pas parce que c'est arrivé. C'est des questions de sécurité. Des attaques de musées, je veux dire, j'en ai trouvé une centaine juste en faisant le point au moment où... Pas par la fenêtre sur le quai. Si, 1976, l'épée de Charles X, même endroit, même conditions, même opération. Et là, c'était un échafaudage qui était plus obligeamment laissé sans surveillance afin de faciliter la vie. On n'était pas obligé de venir avec un camion. Mais ce qui est terrible, c'est pas ça. Ça, a priori, un criminel astucieux, intelligent ou violent peut arriver à faire tout ce qu'il veut. Ce qui est terrible, c'est les explications depuis. C'est un concours invraisemblable d'excuses. J'ai dit dans le livre quelque part, enfin depuis, qu'on est face à une relation entre les plus rien à foutre, les Français désabusés, les 90%, et les P2R, les plus responsables de rien. Depuis que cette opération a eu lieu, tout a bien marché. Tout a bien marché. Les alarmes formidables, les vitrines extraordinaires, et où c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Et puis quand vous décryptez les excuses ou les explications, vous découvrez que en fait les vitrines magnifiques de 5 cm qui avaient des vérins qui rentraient dans le sol, où il fallait 3 clés pour les ouvrir, elles ont été changées par des vitrines de 1 cm. Pas parce qu'elles sont plus sécurisées, elles le sont moins, mais parce que la couleur du bijou n'était pas assez au goût du conservateur de l'époque. Je ne parle pas de Madame Descartes qui n'y est pour rien. Vous découvrez que, oui, il y a 5 caméras pour tout l'entourage du Louvre. 5. J'ai appris ça, j'étais 5, pas 5. 5 à peu près là où on en met 100 en moyenne. Vous découvrez que non, on ne va pas armer les gardiens, ce qui est plutôt une bonne idée, mais on les arme avec rien, même pas un jet de gaz lacrymogène. Parce qu'on comprend que personne ne veut mourir en attaquant une disqueuse. Mais en contrepartie, rien, c'est pas suffisant. Il y a un gardien, d'ailleurs, qu'il faut rendre hommage, est arrivé avec un potelet en métal, ce qui a d'ailleurs précipité, semble-t-il, la fuite des voleurs. Bref, vous ne pouvez pas vous garer nulle part dans Paris en moins de 3 minutes, vous avez une contravention, sauf là. Parce que là, c'est normal de garer un camion. Si vous voulez, vous regardez la litanie des excuses où tout s'est bien passé, sauf que le vol a eu lieu, et les bras vous en tombent. Alors, Madame Descartes, elle a pris sa responsabilité, elle a proposé sa démission, elle a été refusée. Mais tous les autres, ses prédécesseurs,
ses supérieurs, bref, l'ensemble du système administratif. C'est un autre Notre-Dame. En fait, c'est normal de mettre des câbles électriques n'importe où dans Notre-Dame parce que tout le monde s'en fout jusqu'au moment où elle brûle. Là, tout d'un coup, tout le monde s'en préoccupe. Et c'est un peu le sujet français parce que ça vaut surtout la sécurité, le sanitaire, les hôpitaux, les écoles. Essayez de prendre un sujet de service public qui est le cœur de l'État en France, qui fonctionne et dont on peut être fier. Je ne vais pas vous répondre. Ben voilà. Alors, on a envie de vous entendre aussi sur de nombreux thèmes de l'actualité, notamment la perpétuité, incompressible pour la meurtrière de Lola. Oui. Bon, alors, d'abord, c'est pas une première. Hein, ça date de 1994, après l'affaire Trévier, je crois. C'est un sujet qui avait déjà amené à avoir quelqu'un qui avait C'est la première fois pour une femme. C'est la première fois pour une femme, mais c'est la 11e fois, je crois, depuis que le texte a été mis en place, essentiellement pour des questions de meurtre et viol d'enfants et de terrorisme. On a un peu les deux. Un cas sur l'ETA, les autres cas sur les attentats de 2015 et dans les cas précédents des meurtres et des viols d'enfants. Eh ben, oui, femme ou homme, l'horreur nécessite un système judiciaire qui n'est pas ni totalement incompressible, ni totalement perpétuel, mais qui veut dire que d'ici 30 ans, la question de la manière dont on traite l'auteur désormais condamné, alors on verra si elle fait appel ou pas, il y a toute une série de sujets qui ne sont pas clarifiés, mais en tout cas dans la manière dont le système, mais il y a des moments où l'horreur nécessite une peine à la hauteur de l'horreur. Et franchement, la seule chose qu'on retiendra, c'est la dignité exceptionnelle de la famille, de la victime. On va revenir sur l'armée qui doit se préparer à un choc avec la Russie d'ici 3 à 4 ans. C'est en tout cas ce qu'affirme le général Mandon. On va l'écouter. Le premier objectif que j'ai donné aux armées, c'est de se tenir prêtes à un choc dans 3-4 ans, qui serait une forme de test. Peut-être le test existe déjà sous des formes hybrides, mais peut-être plus violent. Celui qui vient de prendre la parole, c'est le patron de l'armée française. Oui, qui était l'ancien chef d'état-major particulier du président de la République, qui en fait est quelque part le patron du patron, ou en tout cas le conseiller qui souffle à l'oreille du président de la République, ce qu'il dit parfois au chef d'état-major des armées, mais ce que dit le général Mandon avait été très bien dit par le général De Villiers, un ancien chef d'état-major des armées, puni pour avoir dit la vérité par le président Macron. Le général Burkhardt, qui a longtemps été chef d'état-major de l'armée de terre, puis chef d'état-major des armées, et qui avait lui-même annoncé à plusieurs reprises à la fois l'état lamentable dans lequel il avait trouvé les armées et la nécessité de réarmer pour une guerre de haute intensité. J'avais rajouté dans un dialogue avec lui une guerre de longue intensité, car on le découvre. Les guerres ne durent plus 3 jours ou 5 jours ou 3 minutes comme sur un jeu vidéo. Elles peuvent être extrêmement longues, extrêmement douloureuses, extrêmement créatives en termes de changement de tout ce qu'est le champ de bataille à cause de la dronisation en Ukraine. On croyait qu'elles étaient longues, pardonnez-moi, parce qu'elles étaient moins violentes qu'auparavant. C'est faux ? Ah non, oui, la mort en Ukraine est une chose absolument terrifiante. Les Russes perdent entre 1000 et 1500 soldats par jour à Pokrovsk pour gagner 3 cm, c'est 14-18. Enfin, c'est une version moderne de 14-18. Il y a plus de drones que de soldats, mais les drones visent essentiellement des soldats. Ce sont des drones tueurs. C'est un mélange entre Matrix et Terminator pour ceux qui aiment les films de science-fiction du millénaire dernier. Ça a changé la guerre, ce que vous êtes en train de nous décrire, l'utilisation de ces outils. On savait presque ridicule. Pardonnez-moi d'utiliser ce terme, mais pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, on dirait des jouets. Oui, mais ce sont des jouets qui tuent. Et le vrai problème, c'est qu'on les a vus arriver, mais qu'on n'a pas cru qu'ils arriveraient. Aujourd'hui, l'armée française, c'était telle qu'elle a été découverte, il n'y a même pas 5 ans. C'était une armée échantillonnaire et expéditionnaire qui servait à faire des opérations de maintien de la paix ou de maintien de notre territoire colonial africain. Il y a un peu de tout et beaucoup de rien. C'est une armée bonsaï. On a tout ce qu'il faut, mais en toute petite quantité. C'est une armée qui a cru que la dissuasion nucléaire servait à tout, alors que depuis 2001, on sait que ce n'est pas le cas. On peut attaquer une immense puissance nucléaire et ne pas avoir de représailles nucléaires, les États-Unis. Et donc, on a découvert l'état lamentable de nos armées, et du point de vue quantitatif et du point de vue qualitatif. Quantitatif, parce qu'on n'a pas grand-chose, et qualitatif, parce que si on arrive à inventer énormément, en fait, nous avons le plus grand mal à conserver et les cerveaux et les idées sur le territoire national. Ce que vous venez de nous dire est vrai pour tous les pays européens, enfin j'allais dire pour nos amis. Oui, mais eux n'ont pas l'excuse de la dissuasion nucléaire. Nous, on l'avait, on ne s'est pas rendu compte que en fait, ça ne marchait plus, ou que ça ne marchait plus pour tout.
Et donc, on est en train de redécouvrir le fait, comme le disait le général de Gaulle lui-même, au moment de la dissuasion nucléaire, inventé par Pierre Mendès France. C'est l'homme qui a signé le décret qui fait de la France une puissance nucléaire, c'est Pierre Mendès France. Le général de Gaulle disait, ça ne peut bien marcher, la dissuasion nucléaire, la sanctuarisation, qu'avec une puissante force conventionnelle. Alors, on l'a zappé. J'y reviens. Est-ce que, selon vous, les jeunes Français, dans un pays où, par exemple, il n'y a plus de service militaire, sont prêts à se battre pour défendre leur pays? Alors, curieusement, c'est difficile, cette question, le niveau d'engagement des jeunes Français est bien plus important que ce que tout le monde raconte. Parce qu'ils sont très engagés, mais sur d'autres formes d'engagement. L'écologie, l'environnement, ce que vous voulez. C'est-à-dire d'autres combats, en quelque sorte. D'autres combats. Mais, par exemple, les jeux de guerre, c'est ce qui est le plus populaire chez les jeunes. C'est des jeux, mais c'est la guerre. Et de ce point de vue-là, comme la guerre, elle change de nature, notamment par la dronisation, etc. Il y a quelques années, quand j'étais à l'Air Force Academy, on m'expliquait que sur les 1000 jeunes cadets qui étaient là en train de rendre les couleurs, 500 ne voleraient plus jamais, il y a 10 ans. Un peu plus même. Et encore, 500, c'était optimiste et ils finiraient tous dans un petit caisson climatisé avec du coca dans un frigo et un joystick. Une manette de jeu. Là, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pas 50%, c'est 80, 90, 100%. Donc la projection vers le numérique, vers le virtuel, vers la gestion lointaine des outils change totalement la nature de la donne. Et de ce point de vue-là, le niveau d'engagement ou le niveau de compétence ou le niveau d'expérience sont des sujets qu'il ne faut pas sous-estimer. Par contre, il faut leur donner envie. C'est pas la classe politique que nous avons qui leur donne envie. Sans doute pas. Est-ce que la perte de notre service militaire, qu'on appelait d'ailleurs service national, est une mauvaise chose a posteriori, maintenant qu'on a du recul? Et est-ce que vous pensez, par exemple, qu'il serait intelligent de le remettre en place, même s'il devait prendre des formes un peu différentes, notamment être moins long? Bon, ne l'ayant pas fait moi-même, je ne vais pas faire l'apologie du service national, mais pour le fond, je pense que c'est surtout un élément incitatif et pas un élément de conscription obligatoire. Oui. C'est un outil qui doit simplement les convaincre que ça a une utilité, que ça peut servir à quelque chose. Attendez-moi, là, vous nous dites oui s'ils sont prêts à y aller, oui. S'ils sont volontaires, c'est pas ça? Oui, s'ils sont volontaires et dans de bonnes conditions. Il faut savoir qu'on a détruit tout ce qui permettait de faire le service national avant. On ne va pas le reconstruire, ça n'est pas vrai. Par contre, il y avait beaucoup d'outils formidables, jeunes en équipe de travail et éléments pareils, qui servaient énormément à éviter le passage à la délinquance, qui réglaient toute une partie de problèmes de gestion des univers familiaux déstructurés pour une partie de ces jeunes, et qui est d'ailleurs un des éléments qui marchait extraordinairement bien aux États-Unis, dont la quasi-totalité de l'armée de terre ou des Marines était composée d'enfants d'immigrés. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de nous dire, c'est que ça ne servait absolument à rien pour défendre la France et être militaire, mais qu'en revanche, c'était quasiment de l'aide sociale. Excusez-moi, c'est un peu énorme. Ça sert à énormément de choses. Je dis simplement que la manière dont ça fonctionne aux États-Unis était une manière d'intégrer des jeunes gens issus de l'immigration, et qu'en France, quand on l'a supprimé, c'est parce qu'on ne savait pas comprendre que la défense opérationnelle du territoire était un sujet aussi important que la dissuasion nucléaire. Nous, on aime bien les sujets simples. Je supprime ce truc-là parce que c'est à la mode. De ce point de vue-là, les deux qui l'ont supprimé, le président Chirac essentiellement, ont fait ça pour des raisons électoralistes que nous payons aujourd'hui. Mais je ne suis pas pour la conscription obligatoire, imposée, qui est considérée par beaucoup de jeunes comme un sentiment inutile de militarité idiote. Par contre, il y a des tas de sujets qui mériteraient probablement d'être traités intelligemment, ce qui permettrait aux policiers de faire du travail de policier, aux militaires de faire du travail de militaire et pas de faire autre chose. Lesquels ? Les gardes statiques, l'environnement, la police de l'environnement, la police de la mer, la gestion des espaces urbains. En fait, la présence... Ça peut motiver des jeunes Français. Ça peut motiver des jeunes Français. Oui, j'avais une idée il y a quelques années. Nous avons un énorme déficit de rédaction des procédures judiciaires, ce qui amène à un effondrement des taux d'élucidation et à une surcharge bureaucratique parfaitement stupide des policiers qui, au lieu d'être dans la rue à faire... oui. Alors non, mais là, il va falloir nous expliquer le lien. Vous prenez des jeunes étudiants en licence de droit et vous leur dites qu'ils sont payés à mi-temps pour faire des procédures judiciaires, tout le monde y trouve son intérêt. Les policiers qui retournent dans la rue, les jeunes qui trouvent un support financier qu'ils n'ont pas, et les procédures judiciaires qui permettent enfin d'arrêter, de traiter, de suivre et éventuellement de condamner des auteurs.
Je tourne les pages de cet entretien parce qu'on a envie de vous entendre sur plein de thèmes. Le Venezuela, on l'évoquait il y a quelques instants, la présence de la marine américaine et les menaces du président Trump. Qu'est-ce que ça nous dit de la situation? Est-ce que c'est dangereux, inquiétant, ou est-ce que c'est tout simplement d'une certaine façon, parce qu'on peut se poser la question avec lui, mais on peut aussi se tromper, voilà, une façon de dire c'est moi le plus fort. Alors d'abord, il ne faut pas sous-estimer le président Trump. Au-delà de l'image qu'il donne de lui-même, il y a une rationalité structurelle dans le président Trump. Laquelle? Les gens il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut, simplement il est en campagne permanente. Et nous sommes très surpris d'abord d'avoir un homme politique qui a été élu sur un programme et qu'il exécute. C'est pour ça que sa situation... Vous avez raison. Ça nous change. De popularité si élevée. Nous sommes face à un responsable politique qui a compris la puissance des armes et la manière dont s'en servir. Il l'a montré avec l'Iran, mais il le montre aussi dans sa gestion des affaires palestino, israélo, gazao, moyen-orientales. Et donc, moi, je crois qu'il veut arriver à destituer le président Maduro et qu'il y arrivera. Quelle sera son influence justement sur la situation entre Israël et les pays arabes, et en particulier ce qu'on appelle la question palestinienne? Il a mis Israël sous tutelle. Vous avez un responsable de l'administration présidentielle américaine qui y est à peu près toutes les semaines, qui explique à la Knesset, le Parlement israélien, que ça c'est bien, ça c'est pas bien, qui tient grosso modo, comme il le peut, le Premier ministre israélien Netanyahou. Et il faut savoir que derrière la façade à la fois provocatrice de Donald Trump en public, extrêmement aimable et parfois même chaleureuse en privé, il faut voir qu'il y a plusieurs Trump dans le Trump, et c'est une de nos erreurs que de se limiter à la provocation permanente. Il sait exactement là où il veut aller, il l'a dit depuis le début, et c'est exactement ce qu'il arrivera à faire en faisant payer les Émirats et l'Arabie Saoudite. Vous l'avez rencontré pour nous dire pour nous donner ses détails sur son comportement? Il y a très longtemps, oui. Mais non, il vient d'y avoir une étude très intéressante de tous ceux qui ont rencontré le président Trump en privé lors des réunions de l'ONU, qui disaient on a vu deux Trump, le Trump de l'escalator et du prompteur et du discours de l'Assemblée générale, et puis un Trump en privé qui est totalement différent. Et pardonnez-moi, parce qu'on fait une caricature de lui en disant qu'il est capable de... Il en est d'ailleurs très content. Il alimente sa caricature avec détermination. Bon, donc il est curieux des dossiers, il les connaît, et il peut faire, pardonnez-moi, une conversation qui dépasse les 5 minutes. Non, mais il sait là où il veut aller. Pardonnez-moi, ça fait partie de l'image qu'on a de lui. Alors d'abord, cet homme a été promoteur immobilier et suffisamment riche pour ne pas uniquement dépenser l'argent de papa. Oui. Il sait ce qu'il veut, il sait comment il y arrive. Et par ailleurs, il a été élu 2 fois président des États-Unis. Et la deuxième fois, après la première, y compris après l'opération contre le Capitole et je ne sais plus combien de procédures judiciaires. Donc il faut tous que nous retombions de notre arrogance européocentrisée sur « oh c'est pas bien, oh c'est moche, oh c'est pas joli, oh c'est mauvais goût », etc. pour se rappeler qu'un mec qui a été élu 2 fois président des États-Unis, une fois contre son propre parti et la deuxième fois contre à peu près n'importe qui de sensé aux États-Unis ou qui disait ce qui était bien, ce qui était mal, ce qui était acceptable ou pas, bien poli, bien élevé, etc., mérite quand même qu'on le regarde d'une manière un peu différente. Je reviens en France. Ce qui se passe à l'Assemblée en ce moment, c'est une preuve du déclin français? Non, je ne crois pas. C'est une Assemblée qui fait son travail de Parlement. Le seul responsable de ce qui se passe à l'Assemblée, c'est celui qui l'a dissoute. Notre dette, est-ce que c'est un sujet, une menace d'étouffement et progressif de la France? Oui, c'est assez juste. D'abord parce qu'on ne sait pas comment traiter de la question de la dette. Les États-Unis ont une dette qui est sans commune mesure avec la nôtre. Et la question n'est plus la dette, c'est la productivité, l'inventivité, etc. Alors la chance de la France est toujours de préparer et d'exporter les plus beaux cerveaux que nous ayons, de créer de la start-up comme jamais on en a fait, d'avoir des innovations un peu partout. Mais nous sommes incapables, à cause de notre système bureaucratique et invraisemblablement complexe, de les financer et d'offrir des perspectives. Donc ils sont ailleurs. Quand je vais aux États-Unis ou dans le Golfe Persique, je rencontre plein de jeunes Français, je bois un très bon café, je mange des croissants, pas trop mauvais d'ailleurs, avec des jeunes Français qui se sont expatriés, pas parce qu'ils n'aiment pas la France, parce qu'ils ne pouvaient pas se développer en France. Pourquoi? Bureaucratie, complications, impossibilité de travailler, financement. Donc ils quittent leur pays déçus et mais ils reviennent avec leurs enfants. Nous sommes en train de devenir un gigantesque musée relativement mal protégé. Je repars à l'Assemblée et finalement dans notre vie politique parce que je pense que beaucoup de téléspectateurs se posent la question. Je reviens sur notre budget. Le budget de la France, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi le compromis semble impossible? Alors, sur ce dossier,
et en règle générale, dans notre pays, en Allemagne, au Royaume-Uni, il y a toujours un moment où on finit par se parler, même en Italie, qu'on nous a présenté pendant des années comme un pays où il était foutu de se mettre d'accord sur quelque chose, ils arrivent à trouver des accords, en tout cas ponctuels. Alors, le gouvernement de coalition en Grande-Bretagne, ça existe essentiellement quand il y a la guerre. Le reste du temps, les conservateurs et les travaillistes sont jamais ensemble et sont jamais d'accord ensemble. Vous avez raison, j'ai pris un mauvais exemple. L'Allemagne, vous avez parfaitement raison, c'est un excellent exemple, c'est un exemple de coopération permanente. Ce pays s'est remis comme il pouvait de la guerre, il faisait partie des vaincus, il voulait se reconstruire et il a créé le principe de la grande coalition, et non seulement au niveau local. Mais c'est un système très fédéralisé. Il y a des amortisseurs partout, pas en France. En France, tout remonte directement au sommet. Et donc, les seuls qui font un effort aujourd'hui, mais dans de grandes difficultés, parce qu'ils le paieront sans doute très cher, ce sont les socialistes, en donnant une chance au gouvernement Le Cornet. Le Premier ministre a fait un excellent discours à l'ouverture de la session budgétaire recettes, même si probablement il n'arrivera pas à ses fins, parce qu'il faut toujours financer ce qu'on est en train de dépenser. Et donc l'idée de la responsabilité budgétaire est un sujet qui est très faible en France, depuis Michel Rocard. Je ne suis pas tout à fait neutre en disant ça, mais les seules fois où on est arrivé à maîtriser, parce que j'étais son collaborateur pendant très longtemps, mais les seules fois où on a maîtrisé le budget, commencé à réduire le déficit et fait en même temps la CSG et le RMI, c'est-à-dire un outil de financement qui sortait uniquement des salaires et un outil de social qui permettait à des gens de sortir de la misère, à part ça, on n'a pas fait grand-chose depuis et c'est une partie du problème. Le président du Sénat vient d'annoncer qu'il n'allait pas voter ce budget. C'est pas une surprise, il ne voulait pas voter la suppression des... Et qu'il rétablira la réforme des retraites. Oui, bien sûr. Ils sont tous très cohérents. C'est extraordinaire. Lui est très cohérent. Je veux dire, tout le monde n'est pas très cohérent dans les organisations politiques, parce qu'il y en a qui ont peur pour leur siège, il y en a qui ont peur pour les élections, il y en a qui pensent qu'il faut se dévouer pour sauver l'État. Ça arrive, il y en a. Il ne faut pas être trop méchant avec les élus. Mais en la matière, non, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise particulière. En fait, le drame de cette réforme des retraites, c'est qu'il y avait une extraordinaire réforme des retraites qui était la réforme à points, qui fait fonctionner notre régime de retraite complémentaire à GIRCA. Parce que ça n'était pas l'idée du président de la République. Comme ce n'était pas son idée, il n'en a pas voulu. Moi, je crois qu'on va se séparer sur ce dernier constat. Votre livre, Déclinocène, paru aux éditions Fayard. Merci Alain Bauer d'être... Vous noterez qu'il y a l'Arche de Noé, donc il reste de l'espoir. Pour au moins 2 d'entre nous. C'est la remarque que je me faisais à l'instant même. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir sur LCI.